Bonsoir partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble les titres sommaires de cette édition. Témoignage de reconnaissance, le Grand Ouest célèbre ce samedi le président de la République, l'hommage du district des montagnes à Alassane Ouattara pour le développement et le bien-être social des régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali. Cette dernière région reçoit un nouveau pont sur le fleuve Nzo après le premier construit en 1956 est devenu obsolète. La Côte d'Ivoire championne en Afrique en termes d'égalité des genres avec une note de 17,3. C'est la conclusion du rapport indice d'institutions sociales et égalité des genres, SIGI. Le rapport 2023 a été présenté hier en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, et on parlera de sport avec l'Africa Sport d'Abidjan qui participera finalement au championnat de Ligue 2 lors de la saison 2024-2025. Décision du comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football à la suite de la notification de la décision du tribunal arbitral du sport qui demande la montée en Ligue 1 de Isca. Bienvenue à tous. Ce samedi est une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage par le district des montagnes. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie, le vice-président de la République a été accueilli par les cadres et l'ensemble des ressortissants du district des montagnes. Les honneurs militaires dus à son rang lui ont été rendus dès son entrée dans la ville de Guiglo par une section de la gendarmerie et 2 sections des forces armées de Côte d'Ivoire. Et le vice-président de la République reçu donc avec tous les honneurs dans l'ouest du pays. Une cérémonie pour dire assez au président de la République. Le témoignage des populations du Guémon, du Tonkpi et du Cavali. Elles sont venues des métropoles et de toutes les localités, en voiture, à vélo pour certains et même à pied pour d'autres, parés des gadgets produits à cet effet. Rassemblés sur la place de la Paix, Félix Houphouët-Boigny de Guiglo pour une grande cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. On a vu tout à l'heure le vice-président de la République qui a fait donc son entrée à Guiglo sur le nouveau pont traversant le fleuve Nzo. Une infrastructure mise officiellement en service ce samedi. C'est une infrastructure donc qui devrait renforcer la mobilité des populations de ces zones, faciliter l'écoulement des produits agricoles des localités de Guiglo, de Taï, de Bleu-les-Quins, mais aussi de tout le Pleu. Plus de 8 milliards de francs CFA auront été nécessaires pour cette réalisation. À Guiglo, Delphine Blanc vous fait un focus sur ce nouveau pont. Pont Nzo, l'ancien de 1958. Le nouveau, 66 ans après. Le nouveau pont sur le fleuve Nzo, principale voie d'accès à Guiglo, la capitale de la région du Cavali, à partir de Diokwe, est un véritable soulagement. L'ancien pont, c'était pas la peine. C'est un pont qui date de l'année des colons. Donc on ne pouvait pas faire le dépassement, il y avait pas, 2 voitures ne pouvaient pas se dépasser. Et vraiment c'est une joie pour nous d'avoir ce grand pont aujourd'hui à 2 voies. Et encore merci une fois au président de la République pour le grand pont qu'il nous donne aujourd'hui à Guiglo. Ça me fait plaisir, je suis contente qu'aujourd'hui c'est l'inauguration de mon pont. Je lui dis merci. Même quand une zone carbone moi sur le pont là, même vélo même il ne peut pas marcher à côté, même piéton même il ne peut pas marcher à côté. Mais aujourd'hui, dès qu'il fait le dépassement sur le pont, nous-mêmes on est contents. L'ouvrage fait 35 mètres de long. C'est un pont routier avec châssis de 120 mètres chacun, avec une longueur de 37 mètres et une épaisseur de 25 cm. Sa construction a commencé en mars 2021. Coût global 8,2 milliards de francs CFA. Ce pont qui donne bonne mine à Guiglo reflète l'engagement du gouvernement ivoirien à faciliter la mobilité des populations du Cavalier et du Guémon. Aujourd'hui, l'ouvrage fait oublier donc l'ancien pont à une voie. Il fait également oublier les angoisses et les craintes des usagers et des populations pour se rendre à Guiglo en véhicule. Avec le nouveau pont là, on fait les recettes, nous on est contents avec Papa Adou. Vous-même, vous voyez l'ancien pont, comment c'était. On prenait des risques, mais on ne peut que remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour son peuple. Le pont là, c'était pas bon premièrement. On venait vendre à Guiglo ici là. Si on arrive ici là, on a peur. On a peur de passer même. Si l'autre camion n'est pas arrêté, l'autre passe encore, et puis on s'en va. C'était comme ça le premier. Mais maintenant là,
c'est propre. Merci. Ado. Maintenant là, quand on vient là, on dirait on est d'avion. On remercie Papa Ado. L'ancien pont existe depuis 1958, soit 2 années avant l'indépendance. Ce rêve que caressaient les Ouè depuis 66 ans vient de se réaliser avec l'inauguration du pont Ouzo par le vice-président Tiemoko Mielet. La plaque dévoilée, le ruban coupé, c'est Minika quitte Guiglo directement pour Taï, Blolequin et tout le Pleu. Voilà, ce nouveau pont qui traverse donc le fleuve Nzo dans l'ouest du pays et qui marque bien cette grande cérémonie d'hommage de toute cette région au président de la République. Le développement social est aussi acté par les organisations internationales. La Côte d'Ivoire présente son rapport officiel 2023 sur l'indice des institutions sociales et de l'égalité des genres, un rapport qui mesure les discriminations entre les sexes. La Côte d'Ivoire obtient une notation de 17,3, résultat des actions de réforme concrètes en matière d'égalité de genre. Franck Quadio. Et ce moment, c'est... Euphrasie Yao, président du groupe technique et consultatif du SIGI 2023, ne croit pas si bien dire. C'est bien le moment de multiplier les initiatives contre les inégalités entre les genres, mais surtout de célébrer les efforts accomplis. En présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, le rapport sur l'indice des institutions sociales et de l'égalité des genres SIGI est présenté et la Côte d'Ivoire est un bon élève. Ce rapport mesure d'ailleurs les discriminations. Qui relève les acquis, les progrès réalisés en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, qui ont milité en faveur de notre nation, au point de la positionner en tête des pays africains. Il s'agit également, dans ce rapport, d'aborder les défis existants. Il permet notamment de suivre le progrès réalisé dans le cadre de l'agenda 2030, spécialement section de l'ODD 5 sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Que dit ce rapport diligenté par l'OCDE, Organisation des coopérations de développement économique? La Côte d'Ivoire, sur un baromètre de 100 à 0, obtient 17,3. C'est un point de satisfaction relevé par la ministre de la Femme, président de l'activité, Nasseneba Touré. Des acquis à mettre au bénéfice des attentions croissantes du gouvernement, comme le rappelle le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les efforts du gouvernement visent précisément l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs. La Côte d'Ivoire a ainsi enregistré des avancées notables dans tous ces domaines qui couvrent largement le spectre de l'évaluation SIGI grâce aux actions menées dans le cadre de cette approche globale. Je me félicite de notre score. Ce score est loin d'ailleurs d'être anecdotique. En effet, avec un score remarqué et remarquable de 17,3, nous sommes mieux que le Rwanda qui a 19 et l'Afrique du Sud qui a 23. Ce sont nos deux concurrents. Nous nous hissons au rang de champions d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes. En outre, nous faisons notre entrée dans le quota des 55 pays les mieux classés sur l'échiquier mondial. Des avancées saluées par l'ensemble de la communauté. La Côte d'Ivoire qui a lancé récemment l'opération Carton rouge contre les discriminations du genre, ayant abouti à la déclaration d'Abidjan, entend maintenir la barre haut. Et c'est la rentrée. On fait le point des acquis, l'impact et le bilan des grandes réformes du système éducatif ivoirien sont présentés à la tribune Tout Savoir Sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale. C'est un exposé qui a également présenté les nouvelles orientations pour cette nouvelle année scolaire. Wodou Ikwadio et Godfrey Okambawa.
Ce cadre d'échange, initié par le Centre d'information et de la communication gouvernementale pour comprendre les grandes orientations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Des réformes qu'il faut appliquer à court, moyen ou long terme. Face aux résultats, n'est-ce pas, des évaluations internationales qui ont démontré qu'il y avait un problème clé au niveau de la maîtrise de la lecture et du calcul, n'est-ce pas, de nos enfants, ce problème devait être attaqué à la base et le plus rapidement possible. C'est pour cela que dans notre démarche, dans notre stratégie, on a voulu déjà former ceux qui sont les acteurs du terrain. Parce qu'au CAFOP, lorsque vous introduisez cette approche, elle prendra au moins 3 ans avant d'être opérationnelle, n'est-ce pas, sur le terrain. L'année 2024-2025 s'annonce comme une année d'engagement collectif de la communauté éducative à consolider les acquis et surtout maintenir le cap de l'excellence. Le respect des textes en rapport, n'est-ce pas, avec les frais annexes sont respectés. Et au-delà, n'est-ce pas, de ces contrôles, Madame l'a dit lors, n'est-ce pas, de la réunion de rentrée, prendre les sanctions qui conviennent à tous ceux qui contreviennent au respect scrupuleux des textes et des instructions qui sont données. La question de l'éducation est tellement importante qu'elle ne devrait souffrir, n'est-ce pas, d'aucun sacrifice. La rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national a démarré le 9 septembre dernier. À ce jour, le point des élèves inscrits se chiffre à plus d'1 500 000 sur 2 millions, soit 60%. Et un autre objectif de la politique éducative en Côte d'Ivoire, c'est le renforcement du nombre d'infrastructures scolaires sur tout le territoire national. Au centre-ouest du pays, à Saint-Fra, on inscrit donc cette ville dans cette ambition. La première école primaire publique de Kwadiokro est ouverte. C'est un village de la sous-préfecture de Kononfla. Godefroy Okambawa nous fait le point. Créée depuis 2015, l'école primaire publique de Kwadiokro dans le département de Saint-Fra se dote d'une infrastructure moderne. Amenés à parcourir de longues distances, les enfants de ce village pourront désormais recevoir sur place les cours. Mes collaborateurs et moi allons faire des efforts pour inscrire cette école sur le chemin de la réussite et du succès. Conformément à sa mission, l'ONG Entraide Initiative et son partenaire Fly and Help ont décidé de venir en aide au village avec cette école de 6 classes, d'un préau et d'un bureau pour les enseignants entièrement équipés. Les donateurs ont insisté sur la nécessité pour les parents d'envoyer les enfants à l'école. C'est à travers l'éducation qu'on peut véritablement transformer une société. Donc voilà pourquoi il faut, dès la base, donner les conditions idoines aux enfants d'aller à l'école, d'apprendre, aimer l'école et puis avoir des ambitions. Ce don estimé à près de 40 millions de francs CFA est également soutenu par les anciens étudiants du département résidant en Allemagne qui mènent eux aussi des actions dans le domaine de la santé et de la lutte contre la pauvreté. Et je vous propose à présent de suivre ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un communiqué lu pour vous par Mahama Traoré. Des informations circulent sur les réseaux sociaux stipulant que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA aurait demandé aux parents d'élèves de se procurer obligatoirement les enveloppes timbrées auprès d'un opérateur. Le MENA rappelle que dans le souci d'alléger les dépenses des parents d'élèves, le gouvernement a pris des mesures visant à mettre fin aux cotisations exceptionnelles. Le MENA tient à lever tout équivoque et à rappeler aux parents d'élèves que la ministre Mariatou Kone est revenue sur ce point lors de la réunion de rentrée qui s'est tenue le 2 septembre dernier au lycée moderne d'Anyama. Elle a rappelé l'interdiction formelle des cotisations exceptionnelles et de pratiques telles que la photographie des élèves, l'achat d'enveloppes timbrées et de tenues scolaires, l'achat de produits de ménage et bien d'autres au sein des établissements. Le MENA invite les parents d'élèves à dénoncer toute forme de violation des instructions et consignes et à saisir ses services compétents. L'année scolaire 2024-2025 est lancée depuis donc cette semaine. En Côte d'Ivoire, c'est aussi l'occasion pour toute la société de s'engager auprès des couches vulnérables de la société. À cette occasion, donc, des kits scolaires ont été remis aux orphelins de pompiers décédés en service dans le cadre donc de cette nouvelle année scolaire. Voyons le point de Sarah Tiéméné et Sephora Zegui. Des kits scolaires allant du CP à la terminale ont été remis aux orphelins des pompiers civils ayant perdu la vie en service. Ce don provient de l'association
amicale des femmes pompiers civils de Côte d'Ivoire. Un geste profondément apprécié par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Ces dons que j'ai reçus me donnent de la joie au cœur parce que en ce jour, je n'ai plus mon père auprès de moi pour payer mes kits scolaires. Vraiment, depuis mon frère est décédé, à chaque fois que je vois les pompiers, ça me fait toujours rappeler. Mais aujourd'hui, je suis en joie parce qu'ils me font rappeler un peu que mon grand frère est toujours vivant. Aux femmes, sapeurs-pompiers vraiment vaillantes, qui ont eu le courage d'organiser cette cérémonie, que le Seigneur leur rende au centuple. Où est-ce qu'ils ont creusé ces fonds? Que le Seigneur même se souvienne toujours d'eux. L'Association amicale des femmes pompiers civils réaffirme à travers ce acte de solidarité son engagement à soutenir les familles des héros tombés en service. Au total, 53 familles sont bénéficiaires. C'est un énorme plaisir d'être avec les enfants qui ne se sentent pas seuls aujourd'hui parce que les parents ne sont pas là, mais étant avec nous, ils sont les parents représentés. Ce genre d'actions vont se répéter très régulièrement parce que nous avons beaucoup de projets avec les enfants et les femmes veuves. Venir en aide aux enfants orphelins et aux veuves des pompiers civils fait partie des missions prioritaires que s'est fixée l'association. À cela s'ajoute la promotion du métier de pompier, un métier où sauver des vies se fait souvent au péril de la sienne. À présent, ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet et jours fériés et chômés, ainsi le Maouloud, devant être commémoré dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2024. Le dimanche 15 septembre 2024 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Nous poursuivons avec cet exemple que donne la Côte d'Ivoire aux Comores. Les Comores qui ont effectué une visite d'étude afin de s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de gestion des situations de crise. On parle bien de protection civile, suivant les points observés et rapportés par Godefroy Okambawa. En raison de sa position géographique et des facteurs climatiques, les îles des Comores sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Face à ces contraintes, la délégation comorienne, conduite par le directeur général de la sécurité civile, a pu s'imprégner des meilleures pratiques avec les acteurs clés, touchant ainsi du doigt les réalités et d'identifier les défis à relever une fois de retour aux Comores. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire de par les liens que nous avons, mais surtout de par la qualité de fonctionnement de la protection civile. Lorsque nous serons chez nous pour entamer ce retour d'expérience, c'est le maillage territorial qui est en cours ou qui a déjà commencé, fait que l'ONPC à ce jour est au plus près de la population. C'est ce qui est le plus important, c'est ce que nous souhaitons faire et c'est ce que nous sommes venus voir et nous rentrons satisfaits. Pour la partie ivoirienne, au cours de ces dernières années, la Côte d'Ivoire a connu des avancées et dispose d'énormes potentiels en matière de gestion des crises, de catastrophes naturelles et climatiques. Ce partage d'expérience avec l'Union des Comores, cet archipel d'îles volcaniques, est tout autant bénéfique pour les deux pays. Ils ont des particularités, ils font face à beaucoup de difficultés que pour l'instant, nous n'avions pas encore dans notre paysage. Mais il faut s'apprêter. Et c'est pour cela que ces échanges sont très enrichissants pour nous permettre de nous apprêter à attendre ou à faire face ou à apporter la réponse à ce qui n'est pas encore du quotidien ici, mais qui pourrait arriver d'une façon ou d'une autre. La délégation comorienne a pu visiter la première compagnie du GSPM d'Adjamé et la compagnie spécialisée dans les interventions subaquatiques périlleuses et cynotechniques. Dans le secteur des ressources animales et halieutiques, l'actualité, c'est la signature récente de 2 nouvelles conventions signées, donc 2 nouveaux protocoles d'accord qui permettront de former au moins 1000 Ivoiriens et de mobiliser des fonds en vue du financement de plusieurs projets dans ce secteur d'activité. Jean-Michel Quadio et Jean-Luc Bangbo nous en disent davantage.
La Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, veut redynamiser ses collaborations avec 2 de ses partenaires clés. Il s'agit de l'ONG japonaise Uminokuni et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. La signature de ces 2 protocoles d'accord vise d'une part à accompagner les marailleuses dans la transformation du poisson par la méthode japonaise Surumi. Une nouvelle technique en plus du fumage, du séchage et du salage. Et d'autre part, à mobiliser des fonds pour développer les filières des ressources animales et halieutiques. Surimi est une technique très ancienne du Japon pour la transformation de poissons. Le surimi aura une évolution favorable en Côte d'Ivoire. En 20 années d'existence, ce sont plus de 126 projets qui ont été conduits dans le domaine de la recherche, notamment en génétique, pour un montant global de 9,3 milliards. Ces accords entre la Côte d'Ivoire et ces 2 entités sont surtout une réponse au chômage et à la réalisation de projets structurants. Ce transfert de technologie porte sur le partage de la technologie japonaise de transformation du poisson à l'effet d'éviter les pertes et surtout se rassurer de la meilleure conformation hygiénique. Le FIRCA porte une mission hautement importante pour accompagner la grande agriculture ivoirienne. C'est dans ce sens que pour nous c'était extrêmement important que la LUCAN soit ouverte dans le renforcement de ce partenariat. Ces accords permettront de faciliter la mobilisation des ressources financières, pas que. Ils favorisent également la formation de 1000 Ivoiriens, dont 700 déjà formés sur la méthode japonaise de transformation du poisson. Une autre initiative sur le développement des affaires des PME et des PMI sont sensibilisés sur les avantages de la responsabilité sociétale. C'est une initiative du CGCI, le point de Jean-Luc Bangbo. La démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, si elle est bien comprise, peut comporter d'énormes avantages compétitifs pour les entreprises et particulièrement les PME et PMI. Cependant, 80% d'entre elles ne l'ont pas encore adoptée, une situation que voudrait bien corriger le patronat ivoirien à travers cet atelier. Il ne faut rien négliger comme pan en matière de gestion. Et dès lors qu'on parle de RSE, la RSE englobe un peu tout. Et en général, on fait beaucoup de RSE dans nos entreprises sans le savoir. Donc, en nous conviant à de tels ateliers, ça nous permet nous-mêmes de prendre conscience de ce que nous faisons en matière de RSE et de nous organiser pour formaliser cette démarche-là et la valoriser surtout. Les responsables d'entreprise ont notamment été instruits sur les concepts de durabilité, d'éthique commerciale et de pratiques responsables. À l'endroit des PME et PMI, c'est de les encourager à intégrer dans leurs programmes, dans leurs politiques, dans leurs actions et dans leurs stratégies la responsabilité sociétale des entreprises. En d'autres termes, c'est prendre en compte le social, le droit, l'économie et la préservation de l'environnement dans toutes leurs actions, sans oublier la gouvernance dans leurs entités. Les échanges qui ont suivi les différentes présentations ont permis aux participants de s'imprégner des réels avantages compétitifs de la RSE pour les entreprises, à savoir l'amélioration de l'image de marque, la fidélisation des clients, l'optimisation des coûts ou encore l'accès à de nouveaux marchés. En football, en Côte d'Ivoire, l'Africa Sport redescend en Ligue 2 après une décision du tribunal arbitral des sports de faire monter en Ligue 1 l'ISCA, donc d'intégrer ce groupe, ce club à la Ligue 1. Le club vert et rouge ne compte pas s'aligner sur cette décision. On le voit dans ce développement de Moyabi Diabaté. La décision est entérinée. L'Africa Sport n'évoluera pas en Ligue 1 pour le compte de la saison 2024-2025 qui démarre le 20 septembre prochain. Réuni le vendredi 13 septembre 2024, le comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football a exécuté la décision du tribunal arbitral du sport et confirmé la descente des Verts et Rouges en Ligue 2. Cette décision fait suite à l'annulation par le TAS du résultat d'un match rejoué entre Yamoussoukro FC et ISCA, rétablissant ainsi le score initial.
Par conséquent, la FIFA a ajusté son classement final en tenant compte de cette décision. Les dirigeants verts et rouges n'ont pas tardé à exprimer leur opposition à cette décision. Dans un communiqué signé du président Nassis Kuyotea, l'Africa Sport d'Abidjan n'entend pas être la victime consentante et expiatoire de cette décision. En conséquence, il marquera son opposition à cette décision et entreprendra en urgence toutes les actions et procédures légales pour faire entendre et faire reconnaître ses droits. Et le sport qui rassemble les peuples est un moyen de véhiculer les valeurs de paix et de cohésion dans le district autonome de la vallée du Bandama à travers le tournoi de la paix. Le reportage de Soro Corona. Pour ces vacances, c'est le tournoi de la paix et de la cohésion doté du trophée Gibesongi Ndatien Sévérin, vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, qui a retenu l'attention des populations. Durant un mois, le football féminin et masculin a permis aux enfants de passer des vacances saines. La mutuelle du développement économique d'Arikoka qui a décidé de prendre pour thème la cohésion sociale pour ses activités de ses vacances. Et nous, étant jeunes, nous savons que nous avons beaucoup à apporter dans cette lutte. La finale de ce tournoi a opposé les formations de FC Cohésion Sociale et Union Football Club. Les Bleus, à travers un jeu fait de petites passes, se sont abjugés dame coupe au coup du sifflet final. Au-delà de toutes ces différences et de ces choix politiques, il a donné l'occasion à chacun de nous retrouver, toutes tendances confondues. Et c'est tout à son honneur. Que la jeunesse de la sous-préfecture puisse s'amuser pendant ces périodes de vacances de façon saine, se distraire et surtout que nous puissions ensemble renforcer la cohésion sociale, l'unité et le rassemblement. Ce tournoi marquait le début de la détection des talents pour la formation de l'équipe de la sous-préfecture d'Arikoka. La création du football club d'Arikoka est une volonté du vice-gouverneur Gibesongi Ndatien Sévérin, fils du village. Toujours sur la promotion de la paix, on enseigne la paix à Grand Bassam, à la jeunesse musulmane de la mosquée Fatima Zahara. Le point du reportage de Laurence Kakra et Issa Chonayeo. Après la prière ce vendredi, les fidèles musulmans de la mosquée Fatima Zahara de Grand Bassam ont été instruits sur la notion de paix. Akasaï Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle, FPU, saisit cette occasion pour exhorter les fidèles musulmans à vivre dans la paix. Les mosquées sont des lieux privilégiés où l'on doit mettre en valeur les principes de paix. Parce que qui dit religion dit Dieu. Et ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est la paix. C'est une œuvre de tout le monde dont je lance un appel. À l'occasion donc de cette journée internationale qui va se célébrer bientôt, dont le thème c'est « Faisons germer la graine de la paix ». Mais où? Dans le cœur des hommes. Pour l'imam de la mosquée, Moussa Dramé, un véritable croyant est celui-là qui prône la paix autour de lui. Nous sommes venus ensemble prier, intercéder auprès de Tout-Puissant, Dieu, pour qu'il mette sa main bénie sur le monde entier. Nous devons regarder ensemble dans le rétroviseur. 2010-11 nous a laissé quand même des enseignements. Donc nous devons prendre tout ça comme référence pour préparer le futur. Et en 2025, il y aura quand même des élections présidentielles. Et nous avons demandé au Tout-Puissant pour que ces élections-là se passent dans la non-violence. Avis partagé par les chefs coutumiers présents à cette rencontre. Quand on parle de paix, tout le monde doit bouger, parce que cela va de notre vie. Et comme a dit le président, ça commence par la famille. Dieu est amour. Si Dieu est amour, tout ce que nous faisons doit concourir à l'amour. Donc si je vois mon prochain et que je ne l'estime pas, je ne fais pas la paix. Donc on a intérêt à faire ça. Je crois que c'est une bonne chose. Cette cérémonie dédiée à la paix a été placée sous le patronage du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, représenté par l'un de ses conseillers techniques, Mbassou Ouattara Abbas. Faisons germer une culture de paix. C'est le thème de cette année et la journée internationale de la paix,
célébrée le 21 septembre. L'information hors de nos frontières. À présent, en République démocratique du Congo, le tribunal prononce la peine la plus forte, verdict de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Les 37 prévenus sont condamnés à mort. Des 58 personnes accusées, 14 ont été donc acquittées. Les condamnés à la peine capitale ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et d'attentats, mais aussi de terrorisme, sauf pour l'un d'eux. 6 sont de nationalité étrangère. 3 Américains nés aux États-Unis ainsi qu'un Belge, un Britannique et un Canadien, tous les 3 des Congolais naturalisés. En France, le Rassemblement national a déposé une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, soit l'une des mesures phares défendues par le NFP, qui hésite encore dans sa réponse. Sujet important donc pour le nouveau Front populaire qui se prépare à l'annonce du gouvernement de Michel Barnier. L'alliance de gauche et des écologistes, faudrait-il donc voter oui au nom de l'intérêt général ou non en raison de l'opportunisme politique du Rassemblement national? Les différents groupes parlementaires de l'Alliance tentent donc de trouver la parade en évitant que le texte aille jusqu'au vote dans l'hémicycle, voire en comptant sur l'aide du camp présidentiel qui avait déjà fait échouer une proposition identique en juin dernier. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI1.